Bonjour. Donc en pratique, le titre n'est pas tout à fait exact. C'était pas pour les trous maculaires inefficaces que j'ai utilisé la technique du flap, mais pour tous les trous maculaires. Donc en pratique, il s'agit de la technique du volet temporal inversé de limitante interne pour tout trou maculaire qui avait été proposé en premier par Naroki en 2015, et c'est l'équipe du professeur Béraud et du professeur Connard de Nancy qui l'ont présenté à la SFO en 2016. Et donc, suite aux discussions que j'avais eues avec eux juste avant la SFO, je me suis dit que j'allais faire une série sur mes patients à moi pour me rendre compte de cette technique. Donc, pratique un petit film. Donc, on commence comme d'habitude, classiquement par la vitrectomie centrale. Si la hyaloïde postérieure est collée, on décolle la hyaloïde postérieure. Après, la seule variante par rapport à la technique classique, c'est qu'il faut faire la vitrectomie périphérique juste après et pas donc avant le pelage, pour après qu'il y ait une stabilité et qu'on ne mobilise plus le volet. Donc après, on passe au pelage de la membrane limitante interne. Donc on induit le pelage en temporal. Une fois que le volet est réalisé, on l'éverse pour que la face interne du volet recouvre le trou maculaire, et le but de cette technique est de ne pas toucher à la limitante interne en interpapillomaculaire. On termine par l'échange fluidaire, et donc c'est là où il ne faut pas repasser à la vitrectomie périphérique pour ne pas mobiliser le volet. Donc, en pratique, moi j'ai fait une série de 10 patients en 2016 pour me rendre compte sur mes patients à moi de cette technique. C'était des trous maculaires tout à fait classiques, de stade 2B à 4, avec des diamètres classiques également et une population classique de trous maculaires. Alors par contre, j'ai eu 8 succès et 2 échecs, donc j'étais nettement au-dessus du taux d'échec que j'avais avec la technique classique. Donc je vais vous présenter les 2 échecs. Donc là, la première patiente, c'était un trou maculaire de stade 4 assez grand, supérieur à 600 microns. Donc je l'opère avec la technique du flap inversé, je mets du C2F6. Elle revient au bout de 3 semaines. Alors là, j'ai pas l'OCT, j'ai pas de... Si c'est ça le pointeur, donc j'ai pas l'OCT de 3 semaines, je l'avais fait en la faisant un petit peu se déplacer, donc les images n'étaient pas de bonne qualité, mais le trou maculaire était fermé. Donc je lui dis on se revoit à 2 mois, et à 2 mois elle revient avec un trou maculaire ouvert de plus de 400 microns, un peu plus petit que celui initial, mais une réouverture. Et donc là je la réopère avec la technique classique, je pèle toute la limitante interne sur les zones où elle n'était pas pelée, et il y a une fermeture anatomique du trou et une remontée progressive de l'acuité visuelle. Bon, je me dis c'était un trou de grande taille, peut-être que ma technique n'a pas été parfaite, que le volet a bougé. Donc je n'en tire pas de conclusion sur une patiente. Deuxième patiente, ça par contre c'était une patiente beaucoup plus jeune, 59 ans, avec un petit trou maculaire de stade 3, 212 microns. Donc là on se dit c'est sûr on va gagner, peu importe la technique, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et là, à 3 semaines, elle revient, trou maculaire ouvert, même un peu plus grand. Et donc la patiente me dit, écoutez, il y a une semaine, quand le gaz est parti, je suis sûre, le trou était fermé, je voyais bien, et là, ça a chuté depuis quelques jours. Donc je lui propose de la réopérer en technique classique, et là, la patiente finalement annule la chirurgie parce que c'était une dame active, elle avait des chambres d'hôtes sur Avignon, c'était la période estivale, et le problème c'est qu'elle est partie dans la nature et que ni le correspondant ni moi l'a retrouvée. Donc là, ça m'a fait un peu stopper les choses parce que je me suis dit, si j'avais fait qu'une technique classique, elle était fermée. Alors après, il y a quand même des succès, dont cette patiente que j'ai revue cette année, au bout de 5 ans, et où on voit l'intérêt du but, le but de cette technique du flap inversé qui était de préserver la zone interpapillomaculaire. Donc en pré-op, elle était comme ça, donc là, juste en post-op immédiat, et là, elle est revenue à 5 ans pour la cataracte au bout de 5 ans. Et en fait, le but, c'était de ne pas avoir de syndrome de dissociation des fibres optiques. Et effectivement, la partie nasale, elle est parfaite, et on voit juste une toute petite, à 5 ans, atteinte des fibres externes. Donc, on se dit, peut-être qu'il y a quand même encore un intérêt à cette technique en soi.
Donc voilà, le pelage de la limitante interne ne se discute plus sur sa différence d'efficacité par rapport à ne plus peler. Le but de la technique du flap, en ne faisant que la zone temporale, c'était d'essayer de diminuer le syndrome de dissociation des couches des fibres optiques nerveuses pour essayer d'améliorer au niveau fonctionnel, d'avoir moins de microscotomes. Alors après, les causes d'échec de cette technique, donc sur ma série à moi, on ne va pas tirer de conclusion, j'ai fait que 10 patients, mais donc j'en ai pas mal discuté avec Jean-Paul Béraud et Jean-Baptiste Connard. Ils pensent qu'en précoce, c'est le volet qui se remobilise, et qu'en tardif, quand il y a une réouverture du trou, c'est la limitante interne qui est en interpapillomaculaire qui finit par se contracter et réouvrir le trou. Alors après, se pose la question de la place de toutes ces techniques, parce que finalement, il y a un nombre important de techniques pour le trou maculaire, entre les flaps juste inversés, la technique de Fred où on pèle tout et puis on met un flap, les membranes amniotiques, et il faudrait essayer effectivement de savoir quand est-ce qu'on place telle technique ou telle autre. Est-ce que c'est en fonction des indications? Est-ce qu'il y a une gradation juste en fonction de la gravité? Donc voilà, ça c'est des questions dont j'ai pas la réponse actuellement. J'en ai discuté donc avec Jean-Baptiste Connard dernièrement. Ils ont continué cette technique et ils ont fait une thèse dernièrement sur une série de 70 patients. Donc il y a 35 patients dans chaque bras, ça reste pas énorme comme nombre de patients. Eux, ils ont les mêmes résultats anatomiques que la technique classique. Au niveau fonctionnel, ils n'ont pas de différence de sensibilité entre la technique classique et le flap. Ils ont un peu moins de microscotomes en micropérimétrie. Et voilà. Et donc il y a un article qui est en cours et ils seraient en train de se diriger de la garder pour certaines indications comme l'eschisis. Donc voilà. Du coup, ça montre bien la difficulté de mettre en évidence des différences parce que personne n'opère de la même manière. On voit bien, vous avez une technique où vous pelez en temporal, vous mettez en papillomaculaire, mais vous ne libérez pas tout autour de la fovéale, ce que semble faire Frédéric et ce qu'a montré Dr Albini. Donc c'est vrai que ce n'est pas du tout la même technique. Le but était de préserver la zone interpapillomaculaire, mais si c'est sous couvert d'avoir des échecs anatomiques, ça n'a pas de sens. Parce que moi, Frédéric me parle tout le temps de flap, donc j'ai essayé d'en faire. Et je crois qu'en fait, j'ai été consterné par des échecs, je pense que j'ai fait, en effet, avec la technique que vous avez montrée, à mettre en interpapillomaculaire, moi j'ai eu des échecs à faire ça. Donc, je pense qu'en effet, le fait de tout peler, en fait, et de mettre une rustine au milieu, c'est probablement la solution. Enfin, ça m'en est. Des questions? Parce que moi, il y a vraiment une question qui m'interpelle avec ces flaps et avec Pascal. C'est en trou maculaire, on est presque en chirurgie de cataracte. J'exagère pour embêter tout le monde, mais il me semble plus important d'avoir un bon résultat visuel en trou maculaire que dans toutes les autres chirurgies maculaires. Parce que le trou maculaire, c'est la plus belle, c'est le plus beau taux de réussite anatomique, fonctionnel qu'on ait. Et je pense que faire un trou maculaire classique à J2 ou un flap à J21, on n'aura pas le même résultat. Et je n'ai jamais fait cette étude, des personnes ne la fera jamais, je pense. Mais je pense que si on peut opérer plus vite, on aura peut-être des meilleurs résultats, quelle que soit la technique de pelage. Parce que c'est quand même bizarre d'avoir 2 échecs sur 10. Oui, c'est monstrueux. Hein. On est d'accord voilà, il y a forcément une learning curve de l'opérateur, mais voilà, le petit trou maculaire, j'étais particulièrement vexée parce que c'est ceux où même sans peler, ça aurait dû marcher, quoi. Donc en ayant pelé partiellement. Donc voilà, l'explication de Jean-Paul Béraud pour celle-là, c'était de dire ces volets, si les gens sont très actifs en post-op, la bulle de gaz fait bouger le volet et puis il peut repartir en sens arrière et tirer. Bon, je ne sais pas si c'est... on n'en sait rien en fait. Hein. C'est ce qu'on imagine, mais si on pèle sur 360 degrés, on n'a rien qui tire. Mais il faut surtout équilibrer la tension, les mettre avec du gaz la nuit, mais dans le nez pour qu'ils arrêtent leur syndrome d'apnée du sommeil, oui. Mais en revanche,
on a un tellement bon taux de réussite anatomique avec une technique classique qu'il me semble important de se baser sur l'efficacité visuelle. Et pour moi, le délai a une importance. Le délai est important. Quasiment, non mais j'ai fait des études sur le trou maculaire, je n'ai jamais parlé de délai. Et je pense qu'il faudrait, flap ou pas flap, on parle de ce délai. Bon, mais là, on parle du flap. Excuse-moi, Jean-Paul. Bon. Merci.